Bonjour à tous, bienvenue. On a beaucoup mis en avant ces derniers temps les réformes politiques en faveur des femmes. Cela est inscrit aussi bien dans la nouvelle constitution que dans le code électoral. Mais on a très peu entendu les bénéficiaires se prononcer là-dessus. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec la professeure Vicencia Bokor, directrice générale de l'Institut national pour la promotion de la femme. Elle est professeure de radiologie, ça aussi nous en parlerons. Vicencia Bokor est observatrice attentive de la vie politique au Bénin et ailleurs, ancienne ministre de l'enseignement supérieur. Madame Vicencia Bokor, bonjour, bienvenue. Bonjour. Je le disais, on a parlé des réformes en faveur des femmes, des réformes politiques, mais les femmes, on en a très peu entendu parler, encore moins la directrice donc, de l'Institut qui fait la promotion des femmes, comme je le disais. C'est quand même étonnant, non? Bonjour Virgile, bonjour aux auditeurs de Soleil FM. Vous avez bien campé le décor. Si on a si peu entendu les femmes, je crois que c'est parce qu'il y a un malaise à leur niveau. Et pendant des années, les femmes ont fait du lobbying. Toutes les associations s'occupant de l'accès des femmes aux postes politiques et la lutte contre la discrimination des femmes à tous les plans et plus particulièrement au plan politique, et l'Institut national pour la promotion de la femme également. Nous avons eu plusieurs rencontres avec les différents présidents d'Assemblée nationale et aussi des séances de travail avec les députés pour leur expliquer l'impérieuse nécessité, j'allais dire, à ce que les femmes participent un peu plus à la prise de décision dans notre pays. C'est vrai, nous n'avons pas rencontré l'actuelle Assemblée, mais nous avons été un peu gênés. Quand je dis nous, c'est l'Institut, mais également les associations de femmes, que la voix des femmes n'ait pas été consultée au moment de la prise de ces nouveaux textes. Peut-être que ça aurait permis de faire différemment. On a tout de même fait votre bonheur. Je ne sais pas si on peut appeler ça faire le bonheur de quelqu'un. Parlons-en. De lui donner la portion congrue. Ah oui? Vous à pensez? titre d'exemple, Ouais. lorsque nous prenons la nouvelle constitution, il y a juste une ligne qui parle des femmes. Je peux vous lire ça. C'est l'article 26 nouveau qui dit « L'homme et la femme sont égaux en droit. Toutefois, la loi peut fixer des dispositions spéciales d'amélioration de la représentation du peuple par les femmes. » Ça, c'est très bien. Une discrimination positive. Mais une fois qu'on a dit ça, alors je dois rajouter que l'homme et la femme sont égaux existait déjà dans la Constitution, dans la Constitution de 1990. Et puis, donc, c'est la possibilité de prendre des tests discriminants en faveur de la femme qui constitue la nouveauté. Jusque-là, nous sommes d'accord. Sauf peut-être la manière, comme je disais tantôt, que ça a été fait, dont ça a été fait. Et à partir de cette disposition, on pouvait décliner un certain nombre de dispositions en faveur des femmes. Nous allons y revenir. En fait, cette unique ligne de la Constitution, comme vous le dites, ça peut être décliné en plusieurs lois par la suite. Bien sûr. Et résoudre les problèmes des femmes davantage Bien comme vous sûr. l'aurez souhaité. Bien sûr. Un peu plus tard, sûrement, nous aborderons la question de la validité de ces tests a eu égard au caractère très spécial de l'Assemblée qui l'a voté. La validité, la mise en application du texte? Non, pas du tout. La légitimité, du Parlement de ces tests. Parce que si un jour,
certains contestent ces textes, les dispositions dont nous bénéficions aujourd'hui disparaîtront avec ces textes-là. Donc, nous reviendrons sûrement là-dessus. Restons sur le fond, déjà. Alors, dans le code électoral, par contre, également, il y a une seule disposition qui concerne les femmes. Donc, la déclinaison de la Constitution a commencé. La déclinaison de la Constitution a commencé. C'est l'article 144 du code électoral, du nouveau code électoral. Le nombre de députés à l'Assemblée nationale est de 109, dont 24 sièges exclusivement réservés aux femmes. Alors... D'office, les femmes ont 24 sièges. Oui. C'est un grand pas, vous ne dites pas le contraire. Je dirais que c'est un petit pas. Ah oui? Parce que une place par circonscription électorale, ça fait environ 24% de représentativité des femmes. C'est loin d'être le taux de représentation des femmes dans la société. Mais vous n'avez pas 24% dans la nouvelle Assemblée? Nous n'avons pas 24%. Non, nous avons à peine des représentants de l'Assemblée. Oui, justement. Donc c'est déjà beaucoup mieux d'ailleurs. Disons qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Alors, donc, quand on regarde en plus, quand on arrive à regarder et quand on analyse un peu, on se rend compte que les partis politiques présentent une candidate à ce poste. Une candidate et sa suppléance à ce poste. Alors, au poste bonus pour les femmes. Bonus pour les femmes. Alors, justement, vous faites bien de dire bonus, parce que justement, tout le monde va voir ça comme un bonus, c'est-à-dire un strapontin. Quelque chose qu'on vous donne pour vous calmer. Et ces femmes qui iront à l'Assemblée n'auront pas du tout l'impression, je suis certaine qu'on les considérera, que la population et même les autres députés ne les considéreront pas comme des élus représentatifs du peuple. Professeur Vicentia, pourquoi vous estimez que ça ne valorise pas la femme? J'estime que ça ne valorise pas la femme et j'estime que c'est vraiment donner un strapontin et c'est ce que nous avons toujours refusé. Mais les femmes n'avaient pas assez de muscles pour tirer leur épingle du jeu juste là. Mais les femmes avaient des muscles, mais comme la décision a toujours appartenu aux femmes, le problème des femmes, c'est le positionnement sur les listes électorales. Et l'arène politique aujourd'hui, le monde politique aujourd'hui est dominé par les hommes et ce sont eux qui désignent. Et voilà l'état des lieux. Comment on aurait résolu ça? Comment on aurait inversé les choses? Je crois on aurait pu prendre des tests en demandant par exemple aux députés, ce sont des propositions qu'on avait faites, de mettre systématiquement des femmes dans leur liste à un taux significatif et à des positions d'éligibilité. C'est-à-dire, si un député, si un parti présente 10 candidats, si le premier candidat est un homme, le deuxième candidat est une femme, et vice-versa. Vous avez des exemples de pays qui l'ont adopté? Oui, je crois qu'au Sénégal, c'est comme ça. Et d'autres pays l'ont fait. Et ça a été une des propositions qui avait été faite. En faisant ainsi, on donnait la chance à plus de femmes d'être à des positions éligibles. Quand vous regardez les listes électorales, je n'en ai pas pris là ce matin, vous voyez que les femmes sont en 6e, 7e position, alors sur des postes inéligibles, et où elles sont suppléantes. Et comme aller à l'Assemblée nationale, devenir député, c'est dans notre pays, en tout cas, une très importante progression dans l'échelle sociale. D'abord au plan de vue de l'autorité, au plan de vue pécunier pour la plupart des gens. Donc, ceux qui sont élus n'ont pas beaucoup de raisons de laisser la place aux suppléants. Donc, les femmes sont suppléantes ou en fin de liste, ce qui ne permet pas de les élire régulièrement. Alors qu'en leur donnant le code électoral, on aurait pu s'appuyer sur ces propositions que toutes les associations de femmes et l'Institut aussi avaient faites en son temps
pour que la représentation des femmes soit un peu plus significative à l'Assemblée nationale. Donc je disais que chaque parti propose un duo titulaire suppléant à ce poste-là. Et c'est le parti qui a le plus d'électeurs qui enlève ce poste. C'est comme si on faisait une élection séparée pour les femmes. Vous savez, par exemple, au Rwanda, dont nous nous inspirons, il est effectivement dit qu'il y a un certain nombre de postes qui sont réservés aux femmes, mais ce sont les femmes qui les élisent. Depuis le village jusqu'au niveau national. Et dans cette configuration, les femmes sont vraiment désignées par leur père. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors donc, je crois qu'on aurait pu mieux faire, surtout dans les conditions où ces tests ont été pris. Oui, parce que je me dis aussi que tant qu'à passer de force, autant aller jusqu'au bout. Alors, donc, je trouve que c'est une occasion ratée. Mais sûrement, vous étiez au pays quand ce texte, le code électoral notamment, a été voté. Pourquoi vous ne vous avez pas fait entendre? Vous savez, de toute façon, vous ne pouvez pas aller taper aux portes. Vous savez comment ça a été voté. Donc, on ne va pas taper aux portes. Il n'y a pas eu de popularisation, il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu d'échange. Je ne sais pas. En tout cas, nous, on n'a pas été invités. Et je ne sais pas si d'autres associations ont été invitées. Jusque-là, je n'ai pas ouï dire que des associations sont allées plancher au niveau de l'Assemblée à l'occasion de la prise de ces tests. C'est possible, je ne sais pas. Mais en tout cas, je continue de dire que les femmes et celles qui les représentent auraient pu être au moins entendues sur le fondement et les propositions qui sont faites par elles pour leur représentation à l'Assemblée nationale. Madame Vicencia Bokor, faisons une dissertation sincère. Qu'est-ce que, honnêtement, ça aurait changé à la société béninoise de voir plus de femmes vraiment à l'Assemblée nationale? Ça, c'est un débat important et qui dure. Je voudrais clarifier, en tout cas pour les auditeurs, une bonne fois pour toutes. Il n'y a personne pour parler à votre place que vous-même. Pour connaître mieux que vous ce dont vous avez besoin. Les femmes représentent plus de 50% de la population. L'ensemble des tests qui sont pris pour la population béninoise, qui s'appliquent à la population béninoise, en faveur, j'allais dire, de la population béninoise, parce que même les tests répressifs sont pris, j'allais dire, en faveur, parce que c'est pour protéger certains de la population béninoise. Tous ces tests sont pris par des hommes qui décident pour plus de 50% de la population. Des hommes et des femmes. Je ne dirais pas que les femmes très peu qui sont à l'Assemblée sont rien. Non, il y a très peu de femmes à l'Assemblée. Donc, je crois que de toute façon, je ne pense pas que j'ai échangé avec beaucoup de mes consoeurs qui travaillent dans le domaine. Je crois que très peu sont satisfaites des tests qui ont été pris. Est-ce que ces femmes qui sont à l'Assemblée, qui vous représentent, vous les voyez dans ce combat? Est-ce que vous tirez ce bénéfice-là comme vous l'auriez souhaité? Est-ce que vous avez l'impression que si elles étaient plus nombreuses, elles feraient mieux? Alors, le fait d'être nombreuses permet seulement d'élargir le débat. Parce que si vous êtes 50, vous ne pouvez pas, les 50 ne vont jamais avoir la même opinion. Et parmi les 50, il y aura sûrement des propositions et des interventions et des opinions qui vont enrichir, apporter des propositions différentes de 8, 9 ou 10 personnes.
mettez 50 personnes ensemble, elles vont sûrement mieux enrichir toutes les questions, les débats par rapport à 10 personnes. Alors, vous me demandez si on voit ce que font aujourd'hui les femmes qui sont à l'Assemblée. Je dirais que depuis le mois d'avril, que la Assemblée, c'est avril, hein, si je me trompe. Au mois de mai, juin. Au mois de mai, juin. Il n'y a pas eu beaucoup d'activités extérieures des députés dans la population. Il y a eu des activités des partis politiques que nous avons suivies. Il y a eu la prise de texte à l'Assemblée en vase clos. Et puis, bon, il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu d'occasion d'échanger sur ce. Il y a quelques personnes qui écrivent des choses sur les réseaux sociaux que nous lisons. Bon, est-ce que c'est ça qui fait la vie des femmes? Mais les femmes ne brillaient pas particulièrement non plus, juste là, à l'Assemblée nationale. Mais c'est justement pour ça. On met peut-être Roselyne Soglo. C'est justement pour ça que nous nous battons pour qu'on accepte de mettre à l'Assemblée des personnes capables de discuter, d'apporter des arguments, de contribuer efficacement. Ce que nous avons vu jusqu'à présent, ce sont des femmes qui sont positionnées soit au bénéfice ou à cause de leur aura dans leur société, soit parce qu'elles sont financièrement capables d'entreprendre des actions ou de financer les partis, mais ce ne sont pas, excusez-moi de le dire, ce ne sont généralement pas sur des débats d'idées qu'on les retrouve le plus. Or, il est bien possible dans ce pays de mettre à l'Assemblée nationale des femmes capables de réfléchir. Et il y en a. Vraiment, ce n'est pas ce qui manque, sauf qu'elles font un peu peur. C'est dommage parce qu'en libérant la parole, en ayant des opinions diverses, en permettant à tout le monde de s'exprimer, on enrichit les propositions, on enrichit vraiment dans le sens d'enrichir les autres, on s'enrichit mutuellement et tout le monde en profite. Les textes qui sortiront de l'Assemblée seront sûrement un peu modifiés, différents, s'il y avait plus de femmes capables d'apporter des contributions effectives à ce débat. Si vous permettez, Madame Vicentia Boko, nous allons quitter la Cour des femmes pour aborder ce sujet que vous sembliez déjà aborder, le contexte d'adoption de la nouvelle Constitution. Ce contexte lui-même est un problème pour beaucoup. Oui, je disais tantôt que l'applicabilité de ces textes, ou l'application de ces textes, comme vous préférez, dépendra de la reconnaissance ou non de la légitimité de cette Assemblée. Nous avons tous vu ici comment cette Assemblée a été constituée, avec deux grands courants de la mouvance présidentielle et zéro de l'opposition. Même au-delà de la mouvance présidentielle et de l'opposition, la représentativité de la population béninoise est même problématique. Je prends le cas des femmes. Quand je regarde l'Assemblée, je regarde les personnes qui sont à l'Assemblée aujourd'hui. Elles sont loin d'être représentatives de la population béninoise. Les jeunes, par exemple, les femmes, les handicapés. Plutôt les jeunes sont très nombreux, plus nombreux. Ils sont plus nombreux, mais ils sont pas nombreux et ils sont pas à des positions de pouvoir apporter des contributions. C'est-à-dire, c'est pas une question de nombre, c'est une question de nombre, mais ce n'est pas seulement une question de nombre, c'est aussi une question de capacité à enrichir le débat, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, et toute une frange de la population n'a pas pu participer et une grande frange, j'allais dire, de la population n'a pas pu faire son choix pour envoyer ce qu'elle considère, une partie en tout cas, de ceux qu'elle peut considérer comme les représentants à l'Assemblée nationale. Mais c'est un dysfonctionnement énorme parce que, on a dit 23, 80, quand on avait 23, il reste combien? 77% de la population. Disons, on va arrondir à 80% de la population
ne se reconnaît pas dans ce qui se fait à l'Assemblée. À partir de ce moment-là, si un jour ces tests sont contestés, les 10 acquis seront perdus. Moi, j'aurais préféré que ces tests soient pris sur un plus large consensus au niveau de la population et que les gens acceptent ce qui est fait et que tout le monde dise oui, c'est nous tous qui avons choisi les personnes qui ont décidé, elles ont décidé pour nous, c'est bon. Alors là, vous avez certaines personnes qui disent moi, je ne suis pas concernée parce que ça a été pris sans que je sois entendue, parce que mon point de vue n'a pas, notre point de vue n'a pas été pris en compte, etc., etc. Donc vraiment, je crois que cette assemblée nous pose problème, et c'est pas nous seuls, je crois, pose problème par rapport à sa légitimité, par rapport aux tests qui sont pris. Et puis, les tests sont pris, ont été pris sans même qu'on ait eu un brouillon circulé. Sans qu'on puisse même discuter avec ceux qui vont les voter, parfois ceux qui sont chargés de voter des tests. Dans la population, en échange, si on connaît à peu près les tests, on peut s'approcher de dire attention à tel endroit, là vous devez faire attention à tel. Mais les tests n'ont pas été popularisés du tout. C'est sorti en vase clos, en 24 heures, je crois, 48 heures maximum, et depuis l'adoption jusqu'à la promulgation. Et puis, mais il n'y a pas eu grande protestation non plus depuis. Et ce n'est pas les premiers textes qui sont votés comme ça vous en l'État. Vous savez que les protestations aujourd'hui, vous savez comment ça se termine. Donc, je crois que lorsque la liberté de s'exprimer devient problématique... Non, je ne vous vois pas forcément dans les rues, mais même dire ce que vous dites là, ne pas attendre forcément des occasions comme ça. Il faut des milieux, oui, des milieux, des occasions pour le dire. Vous êtes la directrice donc de l'Institut des femmes pour la promotion de la femme. Si vous appelez des journalistes pour leur accorder des interviews, ce n'est pas ça qui va vous être refusé. Oui, bien sûr. Mais je crois que tout le monde a été un peu sidéré par la manière dont les choses ont été prises. De toute façon, c'était déjà fait. C'était avant. Parce que protester après, c'est bien. Ne pas dénoncer, c'est attendre un autre coup, non? Je ne parle même pas de dénoncer, mais moi, je suis encore plus... Je ne suis pas dans la démarche de dénoncer. Je suis une institution de l'État. Donc, je ne peux pas dénoncer en tant que tel sur les médias. Mais est-ce que ça ne vous aide pas justement dans la mission que celle de votre institut, de votre structure? Il y a énormément de positions et de tests qui sont pris aujourd'hui qui mettent à mal beaucoup d'institutions de l'État. En ce qui nous concerne, par exemple, vous n'avez pas entendu, oui, en ce qui concerne l'Institut, par exemple, vous n'avez pas entendu l'Institut sur beaucoup de choses depuis très longtemps, alors que nous étions visibles. Nous discutions des différents tests, tout ce qui concernait les femmes, nous abordions les différents sujets. Nous étions invités à un certain nombre de débats. Il se passe quoi? Il se passe qu'aujourd'hui, nous sommes là. Nous ne sommes pas consultés, nous ne demandons pas. Je ne me plains pas pour l'Institut. Je me plains. Ce que je regrette, ce n'est pas l'Institut en tant que tel, mais quel que soit, c'est le manque d'ouverture pour faire entendre sa voix, la voix des femmes, pour parler des femmes. Et mais c'est valable pour tout le reste, pour faire entendre la voix des populations. Et dès que, vous le savez aussi bien que moi, qu'il est malaisé aujourd'hui de dire un certain nombre de choses. Et notre rôle n'est pas de dénoncer les textes qui ont déjà été pris par l'État. Notre rôle est d'aider l'État. Et si les textes ne sont pas bons? Si les textes ne sont pas bons, nous pouvons interpeller. Mais ce n'est pas notre rôle d'interpeller. Non pas dénoncer forcément, mais remettre en cause. On peut remettre en cause pour corriger, pour améliorer, non? Oui, mais ça ne dit pas remettre. C'est-à-dire, alors, l'intervention a posteriori n'est pas de notre fait. L'intervention a posteriori est du fait des bénéficiaires des populations, pas les institutions. Nous, notre rôle
était d'accompagner les décideurs dans la prise de ces tests. Et ce que je regrette vraiment, c'est de n'avoir pas eu la possibilité d'échanger avec eux avant la prise de ces tests-là. Bon, maintenant, est-ce que ça aurait servi à quelque chose? Je ne peux le dire. Mais au moins, ça aurait laissé la possibilité de dire ce que nous pensions ou nous souhaitons qu'on puisse aller, quelles étaient nos propositions dans l'état actuel de la question au Bénin. Je donne des exemples. Je disais qu'il n'y a que 2 articles qui concernent les femmes. Il y a eu, puisqu'on a dit qu'on peut prendre des dispositions législatives pour accroître, on aurait pu proposer aussi des possibilités de mettre plus de femmes dans les élections communales, dans les élections locales. On aurait pu mettre en place, prendre des tests également pour proposer plus de femmes dans les institutions. On aurait pu amener des directives qui permettent de mettre des femmes dans des positions partout où on décide, depuis la base jusqu'au sommet. Et là encore, ça aurait été quelque chose que nous aurions proposé si nous avions été consultés. Ce ne serait pas seulement à l'Assemblée. Justement, pourquoi le code électoral aurait pu décliner pour les autres élections, pour les différentes autres élections, des dispositions permettant d'avoir plus de femmes. On a l'impression que le débat pour la promotion de la femme se limite à chaque fois à l'élection des femmes députées, l'élection des femmes députées. Alors que justement, c'est ce que je déplore. Oui. Le débat sur la promotion de la femme, c'est au quotidien, c'est tous les jours, et c'est dans tous les milieux. Et c'est tout le temps, c'est à l'école, c'est à l'hôpital, c'est au dispensaire, c'est dans les marchés, c'est partout. Donc vraiment, il faut que ce soit une thématique. Notre État dit, je dis le gouvernement, bon, aujourd'hui, notre État dit, nous ne soutenons pas les institutions spécialisées dans le domaine parce que c'est une thématique transversale et que c'est fait dans tous les têtes. Mais je ne vois pas. Je donne le cas des écoles, par exemple, où à un moment donné, nous avions réussi à dire à moyenne égale, il faut peut-être donner la bourse aux filles, etc. Il faut prendre quelques dispositions, mettre plus de dortoirs dédiés aux filles, plus de chambres, par exemple, dédiées aux filles dans les universités, et faire une discrimination pour prendre plus de filles dans les matières scientifiques qu'elles ont désertées. Il y avait des dispositions qui ont été proposées pour améliorer la présence des femmes dans tous les milieux. Mais aujourd'hui, on nous dit non. La thématique est transversale, nous la faisons à tous les niveaux, au niveau de tous les ministères font ça, donc il n'y a plus de... il n'y a plus de possibilité d'apporter une contribution à la réflexion. Parce que la prise de test découle de la réflexion stratégique qui a été faite avant. Et donc, et c'est ça que nous déplorons. Mais puisque vous en parlez... Et que nous n'avons pas... Je donne par exemple d'autres institutions, la Cour constitutionnelle par exemple, la Sénat, la HAC, etc. Mais il n'y a pas que les... Je dis bien, il n'y a pas que les institutions. C'est dans la vie, dans tous les compartiments de la vie sociale, politique et sociale, qu'on doit mettre des dispositions, puisque c'est autorisé maintenant, des dispositions réglementaires pour améliorer... C'est ce que moi je vais proposer en tout cas. Mais quand on voit bien l'esprit de cet article 26 de la nouvelle Constitution, cet article 26 nouveau, rien n'est encore perdu. À tout moment, on peut prendre des lois dans le sens que vous indiquez. Oui, mais tant qu'à faire, on avait l'occasion de le faire là. Dans le code électoral. Mais oui, pour les autres élections. Et puis après, dans le code électoral, après par exemple, il y a la loi sur... le financement des partis politiques. Oui. Il y a la loi, par exemple, dans le financement des partis politiques. On aurait pu mettre, et non pas accès aux partis politiques, des partis qui n'ont pas mis un taux représentatif de femmes. Voilà. N'ont pas accès, qui n'ont pas un taux représentatif de femmes dans leur liste, etc. Et dans le nombre de leurs députés. Certains pays l'ont fait. Ce sont des dispositions qui existent. Je n'inventons rien. On aurait pu mettre des dispositions incitatives. Incitatives, exactement. Qui permettent, qui contraignent un peu
les partis, s'ils veulent gagner de l'argent, à mettre plus de s'ils femmes. veulent être soutenus par l'État, de mettre plus de femmes, par exemple. Il y a eu la loi sur... je vais te parler du financement des partis politiques. Il y a la loi sur... vous voulez qu'on parle... Il y a eu 4 lois. Oui. Le code électoral, la constitution, le code elle-même, la charte des partis et puis politiques. le financement. Oui. Voilà. Donc, la 4e, c'est la charte des partis politiques, ça m'échappait. La charte des partis politiques, c'est pareil. On aurait pu mettre quelques dispositions qui favorisent la présence des femmes dans les partis politiques. Donc, je crois que vraiment, on pouvait aller faire un peu plus. En fait, l'Institut avait vraiment, de matière, il avait déjà de réflexion là, bien sûr, que vous cherchez à servir seulement. Bien sûr, ce sont des travaux qui ont été faits depuis longtemps, ce sont des choses qui ont été présentées, ce sont des choses qui ont été débattues, discutées, et qui ont fait le consensus un peu partout, et il suffit de les appliquer. Il y avait déjà des propositions. Oui, mais cette remarque m'amène à vous poser encore la même question. Mais les femmes qui sont à l'Assemblée, celles-là qui ont la chance d'être déjà à l'Assemblée, j'ai envie de dire même à quoi elles servent lorsqu'elles ne travaillent pas, par exemple, avec des instituts comme les vôtres pour avoir déjà ce genre de travaux prêts à utiliser, qui font la promotion de la femme, justement, qu'elles sont censées aller représenter là-bas. Vous savez, je ne suis pas à l'Assemblée. Je ne connais pas les propositions qu'elles font lors des débats. Et en tout cas, je n'ai vu aucune d'entre elles se rapprocher de nous, ne serait-ce que pour savoir ce que nous faisons. Vous non plus faire la démarche inverse? Oui, nous aurions pu faire la démarche inverse, mais je vous ai dit, nous sommes un peu gênés. Nous sommes un peu gênés. Ce n'est pas aussi spontané que ça aurait été autrefois. Et simplement à cause des conditions. À cause des conditions, lorsque vous n'avez pas été pris en compte, c'est difficile d'aller cogner sur celui qui ne vous a pas reconnu. Déjà, dans le travail que vous faites pour pouvoir contribuer à ce qui sont en train d'être fait, à ce qui est en train d'être fait. Alors, c'est difficile de s'imposer lorsque vous n'avez pas été, lorsque on n'est pas consulté déjà au départ. Notre rôle, c'est le conseil, c'est d'orienter. Notre rôle, c'est l'orientation dans la prise de décision au niveau de l'État. Notre rôle, c'est l'orientation, participer à la définition des politiques en orientant un peu vers les politiques, je parle des politiques publiques, en orientant pour une meilleure prise en compte des femmes. Donc, nous sommes en amont de la prise de décision. En fait, c'est ça. Notre rôle est d'être en amont de la prise de décision. Nous n'avons pas de rôle en aval. Le rôle, quand c'est fait, après, il appartient aux ministères qui sont les opérationnels de mettre en œuvre les tests qui sont pris. Nous sommes en amont. Après, il appartient à l'exécutif de mettre en exécution les tests qui sont pris. Nous sommes vraiment à la réflexion, dans la proposition, dans le conseil. Voilà. Donc, c'est pour... Vous voyez que... évidemment, nous sommes dans la formation. Nous sommes dans la formation des femmes. Nous sommes dans le conseil aussi des femmes. Je parle des politiques. Nous sommes dans la réflexion stratégique. Mais nous sommes également dans la formation des femmes, leur promotion pour les aider à mieux se défendre dans la vie en général. Et nous venons justement de terminer une tournée consacrée au renforcement des capacités en gestion des groupements féminins. Donc ce sont des éléments qui permettent aux femmes de mieux conduire leurs affaires, et on n'a pas parlé seulement que de leurs affaires, de comment elles font pour concilier leur vie familiale avec leur activité génératrice de revenus. Donc ça, c'est le rôle de l'Institut: formation, conseil et surtout réflexion stratégique au niveau de la prise de décision de l'État. Si vous voulez, j'ai envie d'arrêter là, de parler avec la directrice générale de l'Institut national pour la promotion de la femme, et parler avec l'observatrice, n'est-ce pas, de la vie politique et autres.
Vous parliez tantôt donc de la révision de la Constitution, du contexte. Pourtant, cela est généré par, disons, le règlement de la crise électorale, la crise Le dialogue électorale, politique. le dialogue politique. Est-ce que vous pensez, à votre avis, est-ce que cette crise est vraiment résolue? Le Bénin est désormais réconcilié avec lui-même? Je crois que une réconciliation ne se fait pas d'un seul côté. Et je pense sincèrement qu'il ne peut pas y avoir de réconciliation s'il n'y a pas de justice. Et le dialogue politique aurait, à mon sens, dû rassembler toutes les parties. Bien sûr, les parties prenantes actuelles, les partis qui sont à l'Assemblée. Il y a eu une frange une seule frange de l'opposition, une frange du FCBE qui s'est présentée, mais tous les autres partis qui se réclament de l'opposition n'ont pas participé à ce dialogue-là. Et c'est déjà un faux pas. Pour parler de dialogue, il faut être deux. Il faut pouvoir échanger et partager sur les thèmes qui fâchent. Et là, il n'y avait pas l'opposition, il n'y avait pas la société civile, il n'y avait pas toutes les... Il n'y avait pas les sages, toutes les structures capables de jouer et le tampon entre les deux parties était absente. Et une partie était absente, toutes les parties capables de conduire le dialogue étaient absentes, toutes les personnes capables de conduire, par exemple, les anciens présidents de la République, par exemple, le corps religieux, par exemple, les rois, leur représentation, etc., à ce dialogue politique aurait permis de temporiser et de trouver un moyen terme, des solutions moyen terme. Il ne s'agit pas de capituler, il s'agissait de trouver des points communs pour pouvoir continuer d'avancer. Mais je ne crois pas du tout que le dialogue tel qu'il est fait va permettre de panser les plaies. Et en plus, au bout de ce dialogue, il y a eu cette fameuse loi d'amnistie. Justement, c'est la mise en œuvre des résolutions du dialogue. Alors, la loi d'amnistie, je ne suis pas juriste, mais d'après ce que je sais, la loi d'amnistie intervient après que les faits aient été jugés. Et à ce moment-là, on efface l'éponge, mais il faut situer les responsabilités. Désigner qui a fait quoi, mettre chacun devant sa responsabilité. Et après, ceux qui en ont souffert acceptent de passer l'éponge et l'autorité peut à ce moment-là décider de faire la loi d'amnistie. Dans la situation que nous avons connue, les parties victimes n'ont pas du tout eu à s'exprimer. On ne sait même pas le nombre de victimes. Elles n'ont pas été nommées, elles n'ont pas été identifiées. C'est comme si elles n'existaient pas. Donc, je ne pense pas que cette loi d'amnistie... Donc, ça également, c'est une loi d'amnistie mal négociée qui ne résout pas le problème. Oui, je crois que ça ne résout... Enfin, je souhaite, mais je ne pense pas que ça puisse panser les plaies de nos populations, en particulier des populations. Je parle bien des populations. Je ne parle plus des politiques, là. Je parle des populations, des familles, des parents, de tous ceux qui ont souffert dans leur chair et des collatéraux. Parce que quand on élargit, ça fait déjà beaucoup de monde. Donc, je crois qu'il aurait mieux valu mettre les choses réellement à plat. Parce que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait et il suffit de descendre dans la population et d'écouter les gens. Il y a beaucoup de ressentiment encore et je crois qu'il va falloir recommencer cette opération et faire vraiment la paix. Vous pensez qu'il faut un autre dialogue? Je pense qu'il faut un autre dialogue. Un autre dialogue qui rassemble largement. Si quelqu'un refuse d'aller et obtenir, il ne suffit pas d'inviter en plus, il faut réussir à obtenir que toutes les parties viennent. Et pour ça, il faut mettre
des intermédiaires, des gens capables de calmer les uns et les autres, de les amener au dialogue, de manière à ce que ce dialogue soit vraiment efficace et que la paix revienne dans la population et que chaque Béninois se sente en sécurité dans son pays. Justement, on dit aujourd'hui que dans le Bénin, il est difficile, voire impossible, de trouver quelqu'un qui va vraiment rassembler tout le monde. Le clergé catholique l'a essuyé. Oui, le clergé catholique a essayé et je crois que ça n'a pas prospéré. Mais il n'y a pas que le clergé catholique. Et dans le clergé catholique n'a pas fait de compte rendu de sa mission. Un problème aussi. Un problème, parce que normalement, les médiateurs devraient s'exprimer, partager avec l'opinion les avancées des négociations qui sont faites. L'impression que moi j'ai, en observatrice de la vie publique, politique et publique, est que il y a un tel malaise sur ce sujet que même ceux-là ne s'expriment pas. C'est qu'il y a réellement un problème. Sinon, ils auraient pu dire oui, attendez, vous là, soyez patients, vous, et côté là, vous, ceux qui avez souffert dans votre chair, calmez-vous, ça va venir. Nous sommes en négociation, il y a des petits pas qui sont franchis. Aujourd'hui, nous avons pu obtenir ça. Demain, nous sommes en train de négocier pour avoir ceci. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas d'échange avec, à moins que ce soit fait à un niveau tellement infra que personne n'en entend parler. En tout cas, moi, je n'en ai pas entendu parler, je n'en ai entendu parler nulle part. Donc, je crois que là aussi, il y a un malaise. Une médiation doit être entendue. Vous savez, on a fait, dans des situations identiques, les gens ont fait des médiations publiques, des débats publics, où les gens sont venus parler devant tout le monde et ils se sont assumés. Chacun a assumé ce qu'il a fait, chacun a assumé ses regrets, chacun a exprimé ses regrets. Ceux qui avaient de la peine, ceux qui ont exprimé leur douleur, et il y a eu des séances de pardon publiques. Et là, ça peut ramener la paix. Mais ce qui se passe là est tout sauf un dialogue ou un retour au calme. Un désir de paix, enfin, on l'a présenté ainsi, l'expression de la paix, c'était cette rencontre qui finalement n'aura pas eu lieu entre votre ancien patron, je dis patron, ou parle du président C'est bien ça, oui. Boni Yayi et Oui. l'actuel président Patrice Talon. Talon. Est-ce que vous aurez vu une réconciliation effectivement à travers une telle rencontre? Alors, sur ce sujet-là, je vais vous donner mon sentiment personnel. Allez-y. Il n'engage que moi. Je pense que c'était trop tôt. Et le travail préalable pour que cette rencontre se fasse n'a pas été fait. C'est ce que je viens de dire. Il fallait d'abord passer par la possibilité d'exprimer les ressentiments, la possibilité d'entendre le débat, l'expression, la douleur. Il fallait donner d'abord la possibilité d'exprimer la douleur. Vous ne pouvez jamais calmer une peine qui n'a pas pu s'exprimer. La première manière de se libérer, c'est d'avoir la possibilité d'exprimer sa douleur. Je pense personnellement que c'était trop tôt et j'essaie de me mettre à la place du président Yahi. Qui a manifestement subi un violent traumatisme. Voilà deux personnes, je parle des deux présidents, l'ancien et le nouveau, qui ont été très amis, qui ont été même des complices, et qui sont subitement devenus des ennemis, au point qu'il y a eu, vous vous rappelez l'histoire de tentative d'empoisonnement. Empoisonnement et de coup d'État. Au point qu'il y a eu cet épisode. Donc déjà, pour n'importe quel individu,
c'est très difficile de regarder l'autre en face et de se dire dans sa tête, cette personne-là a essayé de m'éliminer. Premier point. Au-dessus de ça se rajoute 52 jours de privation de liberté. C'est 52 jours, je crois. 52 jours. De privation de liberté. Je passe sur les autres, l'incident de Dantokwa et tout ça. Et sans que je puisse m'exprimer, sans que je puisse dire ma douleur, sans que je puisse vider mon sac en griffes, on me demande d'aller à une rencontre comme ça de but en blanc. Franchement, je ne pourrais pas. Moi, je ne pourrais pas. Mais qu'est-ce qu'il est venu chercher au Bénin, Boni Yayi? Et je crois que lorsqu'il y a une pression, que tout le monde vous demande, il faut faire ci, vraiment, il faut faire la paix, à mon avis, il a pris sur lui, mais je pense sincèrement qu'à la dernière minute, il s'est dit qu'il ne pouvait pas. Et c'est humain. Des choses paraissaient plus urgentes pour lui pendant le temps qu'il a fait ici, il trouvait que c'était plus juste de faire. Ça, je me mets à sa place et j'essaie d'analyser ce qui s'est passé. Donc, je crois que, encore une fois, comme pour le dialogue politique, ça n'a pas été préparé assez bien. Alors, quel est le but de cette envie-là de rencontrer Boni Yayi, qu'il y ait cette réconciliation ou cette rencontre tout le monde? Mais je crois que c'est sous la pression de la CEDEAO C'est la CEDEAO qui voulait les mettre tous ensemble, qui voulait les voir ensemble. Je crois que c'est sous la pression, du moins de la compréhension que j'en ai, c'est sous la pression de la CEDEAO qui demandait qu'ils se voient, qu'ils se rencontrent, qu'ils échangent, qu'ils aplanissent le débat. Et je crois que c'est ça. Mais je crois honnêtement que humainement, pour le président Yayi, ce n'était pas possible. Et je comprends. Je comprends. Et je comprends et je pense que j'aurais réagi pareil. Et il faut avoir un peu de psychologie. Il faut vivre avec les hommes. Il faut savoir les observer, connaître leurs points forts et leurs points faibles pour pouvoir tirer le meilleur d'eux-mêmes. Et franchement, je crois que c'était une démarche prématurée. Peut-être il aura été bon, très bon, Boni Yayi, d'aller rencontrer Patrice Talon malgré ça, malgré tout cela. Mais il faut avoir la force et le courage. Il faut avoir la force, je dis la force mentale. Il faut avoir la force de pouvoir le faire. Et tout le monde n'a pas cette capacité. Il y a des gens qui n'ont peur de rien. Mais il y a des gens qui sont peut-être, il y a des gens qui n'ont peur de rien, mais il y a des gens qui ont des limites, qui pensent qui savent que quelque chose est au-dessus vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de se jeter dans la mer et lui dire de le faire en le garantissant juste que vous serez en bas pour le ramasser. Donc, c'est vraiment ça. Je crois que c'est plutôt ça. À tout cela est mélangé la fermeture des frontières du Bénin avec le Nigeria où vit désormais Boni Yayi. Pour certains, ce n'est pas du tout un hasard. Je crois que la fermeture des frontières avec le Bénin n'est pas seulement pour le Bénin. Nous savons que les autres frontières ont été fermées aussi. Les autres frontières fermées, mais ça passe mieux quand même que... Ah, vous n'êtes pas là-bas, vous n'avez pas vu. Si. Vous n'êtes pas là-bas, vous n'avez pas vu. C'est notre rôle d'aller à la charge de l'information. Vous n'avez pas vu. Et puis bon, alors maintenant, c'est vrai aussi que c'est le Bénin, c'est notre pays, qui est avec les autres pays, celui qui envoie le plus de choses là-bas au Nigeria et qui a le plus d'échanges avec le Nigeria. Donc, et puis nous ne savons pas ce que les autres pays ont fait jusqu'à maintenant pour régler le problème. Et puis, comme il n'y a pas, je suis obligée de m'en tenir aux explications que donne le Nigeria. Le reste, je pense que ce sont des supputations. Je pense que je suis obligé de m'en tenir à ce que dit le Nigeria. C'est pour préserver son économie. Ils sont en train de retravailler à redresser leur économie. Et tous les dysfonctionnements qui perturbent leur programmation économique, ils ont décidé
de les freiner. Et je crois qu'ils ont raison. C'est à nous de prendre à notre tour la disposition pour que nous ne soyons plus seulement un pays de transit. Justement, avez-vous l'impression que le Bénin se dépêche pour régler ce problème, prendre en considération certains aspects des problèmes que pose le Nigeria? La vraie solution aurait été que le Bénin développe son tissu industriel pour pouvoir exporter dans les autres pays voisins sa production. Donc il n'y a pas de solution immédiate. Voilà, donc il n'y a pas de solution immédiate. Les changements que nous devons faire ici au Bénin, ce n'est pas la première fois que le Nigeria ferme sa frontière, ça arrive régulièrement. Ce que nous devons faire pour éviter désormais, c'est de travailler à développer notre tissu industriel. On a toujours dit que le Bénin est un pays de services, un pays de transit, etc., etc. Nous voyons aujourd'hui les limites de ce positionnement. Donc, il faut que nous travaillions à développer nos exportations, que nous transformions nos produits locaux sur place, que nous les exportions vers les autres pays. Je pense que ça posera moins de problèmes. Déjà, que nous évitions, parce que nous aussi, nous consommons beaucoup de choses qui viennent du Nigeria. J'étais au marché il y a quelques jours et un certain nombre de denrées qui venaient du Nigeria, par exemple, on ne les trouve plus. Donc, et les prix ont renchéri énormément sur un certain nombre, en particulier les produits informatiques et tout ça là, dans les magasins et tout. Donc, vraiment, il faut que nous travaillions à développer, à changer notre vision de notre politique économique. Personnellement, je le pense et je le dis depuis des années. On m'a toujours argumenté, non, le pays est un Bénin de transit, de services, etc. Nous sommes un petit pays, le débouché. Mais tous les autres pays aussi ont des débouchés sur la mer. Et ce que nous faisons pour envoyer vers eux, ils peuvent le faire à partir de chez eux. Donc, qu'est-ce que nous faisons pour envoyer dans leur pays? Qu'est-ce que nous produisons? Et les produits agricoles qui ne sont pas transformés, il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc, il faut que désormais, nous essayions de transformer notre production pour notre consommation d'abord, et je milite pour ça, et pour aussi exporter vers les autres pays, pas nécessairement d'abord de la sous-région, mais aussi dans le monde entier. Quand je mange des ananas de Côte d'Ivoire, lorsque je vais aux États-Unis, que je trouve des ananas de Côte d'Ivoire à côté des ananas du Costa Rica, je me dis, ah, voilà, quand de temps en temps je vois le pain de sucre du Bénin en France ou aux États-Unis, je suis contente, je suis fière. Je me dis, bon, voilà, des choses qui arrivent à sortir, mais nous pouvons continuer. Et ne pas les envoyer bruts, parce que je vous dirais en même temps que c'est les produits les moins chers. Pourtant, malgré la distance jusque là-bas, c'est encore parmi les produits les moins chers. Encore une fois, là-dessus, il faut une réflexion globale. Il faut une réflexion globale sur notre économie. Madame Vicentia Bokor, vous allez certainement apprécier. Nous allons parler de vous personnellement. Vous avez été distingué il y a quelques jours par la France, je vais dire, en matière de radiologie. Un contraste lorsque on sait qu'au pays, vous avez essuyé quelques ennuis, des ennuis judiciaires, il y a quelques semaines, quelques mois, dans le même domaine, le domaine de la radiologie. Oui, merci. Ça fait deux choses à la fois. Oui, ça fait. Je vais d'abord commencer par la distinction. Ouais. C'est ça qui est le plus important. J'ai été distinguée par la Société française de radiologie, qui rassemble tous les radiologues de France, et dans une association qui est pratiquement une institution, et qui forme tous les radiologues pratiquement de la région francophone. Et cette distinction se fait tous les ans. Et tous les ans, cette société de radiologie distingue des radiologues français, mais également 4 radiologues dans le monde. Cette année, j'ai été sélectionnée, je ne sais pas comment ni pourquoi. Je ne sais pas comment. Je n'ai pas déposé de candidature. Des gens l'ont déposé pour moi, m'ont proposé en tout cas. Et ces 4 distinctions dans le monde, cette année, sont allées à un radiologue suisse,
un radiologue tchèque à moi et un radiologue d'Amérique latine, je ne sais plus quel pays. Oui, deux Oui, d'Europe quand même. deux d'Europe. Alors, un d'Amérique latine, parfois c'est d'Amérique du Nord, etc. Et cette distinction, elle est libellée ainsi, c'est pour vos actions dans le domaine de la radiologie. Donc, ce qu'on distingue là, c'est le parcours. Alors, parmi les personnes distinguées, parmi les Français distingués, il y avait un qui a été mon professeur. Ah ouais. Qui a été mon professeur en stage lorsque je préparais le concours de radiologie. Et donc, c'est pour ce que ces personnes ont fait dans le domaine de la radiologie, mais également pour leurs autres actions dans la société. Donc, il y en avait un, c'était pour son parcours de radiologue, les avancées qu'il a amenées dans son pays, et c'était mon cas aussi. Pour le Tchèque, c'était en plus de son métier de radiologie, c'est son domaine de la musique. Et moi, ce qui m'a été reconnu comme action dans la société, c'était ma contribution à apporter la voix des femmes. Donc, oui, je dois dire que j'ai été heureuse d'être distinguée. C'est un honneur pour le Bénin. C'est un honneur pour l'Afrique. Il y a eu quelques-uns déjà, mais c'est la première fois qu'il y a une femme distinguée en Afrique. Et puis, mon plus grand bonheur a été de voir que tous mes élèves, ceux que je peux considérer comme mes élèves qui ont été formés avec moi, partiellement, parce que je n'ai pas fait toute leur formation, ont fait le déplacement pour m'honorer. Ah oui. Ils ont presque tous ont fait le déplacement sur Paris en prenant des congés, ils ont mis de leurs sous, j'en profite pour les remercier. Et je les ai déjà remerciés, mais j'en profite pour les remercier encore. Ceci pour dire que c'est vrai que quand je suis arrivée au Bénin, la radiologie n'existait pas. Ah oui. Non. Tous les services de radiologie étaient tenus par des techniciens en radiologie, nous appelons les manipulateurs. Il y avait un médecin radiologue et c'était un coopérant français. Ça, c'était en quelle année? C'était en 1986. Précisément. J'ai de l'émotion lorsque j'en parle. Parce que quand je suis arrivée au Bénin, il n'y avait rien en radiologie. Il y avait juste la clinique Les Cocotiers qui avait, avec Madame Hassani, qui avait un échographe, mais c'était plutôt de la gynéco. Et j'ai ramené le premier échographe, si je peux dire ainsi, donc le deuxième échographe pour le Bénin. La première machine du genre. Oui, disons, il y avait une machine. Oui, oui. Et depuis 1986, je me suis battue pour donner ces lettres de noblesse à l'imagerie médicale au Bénin. Quand je suis arrivée, la discipline n'était pas enseignée aux étudiants. Il n'y avait personne de toute façon pour l'enseigner. Aujourd'hui, ils ont quand même un certain nombre d'heures d'imagerie qui leur permettent de se débrouiller quand ils sont à l'extérieur, sur le terrain, etc. Aujourd'hui, nous avons l'école de radiologie, la formation des spécialistes en radiologie que j'ai pu mettre en place avant de partir à la retraite et qui fonctionne avec difficulté, mais qui fonctionne et qui a déjà sorti un certain nombre de radiologues. Je crois que c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de batailles. J'ai aussi réussi, vraiment à force, je ne vais pas dire toutes mes misères, mais vraiment à force, à force de, je ne sais pas, de règne et de persévérance à augmenter le plateau technique. Bon, c'est vrai que peut-être je ne fais pas tout bien, mais personne ne fait rien tout bien. Donc, je crois que je suis quand même fière du chemin parcouru dans le domaine de la radiologie. Quand je suis rentrée au Bénin, tout le monde m'a dit « Qu'est-ce que tu viens faire là? Tu vas mieux gagner ta vie à l'extérieur que de venir au Bénin. » J'ai dit « Il y a rien. Ce que je fais ailleurs, il n'y a personne chez moi pour le faire. » Donc, j'ai préféré rentrer dans mon pays pour le faire. Maintenant, je peux mourir tranquille
parce qu'il y a la relève. Et vous pouvez être encore plus fier lorsque c'est reconnu à l'extérieur, c'est reconnu par la France, notamment, mais en même temps, la chiffre doit être grosse d'avoir subi, il y a environ 1 an, ce que vous avez subi. Je parlais des ennuis judiciaires, dans le domaine, justement. Alors, les ennuis judiciaires font partie des risques de notre métier, parce que lorsque vous faites un diagnostic, vous avez la possibilité de vous tromper. Et c'est passé quoi alors précisément? On a parlé de manipulation. Vous avez été associé à une manipulation. C'est pas très moral, ça. Non, il s'est trouvé que j'ai interprété donc les IRM de ces jeunes qui sont partis. Des joueurs de football. Et au football, moins de 17 ans. Mais je ne vais pas refaire le débat ici, mais il s'est trouvé que, arrivés là-bas, ils ont repris les examens avec un appareil plus performant, qui pouvait montrer plus de détails et plus de choses. Et puis, il y a là-bas aussi, c'est un seul radiologue qui les a interprétés. Mais lui aussi, il peut se tromper. La preuve, c'est que les joueurs ont admis que parmi les gens qui ont été retenus là-bas, il y avait des gens qui avaient plus de 18 ans. Ah oui. Voilà. Donc, c'est pour vous dire la limite de la technique. C'est pour vous dire la limite de la technique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, cette technique qui était utilisée par la FIFA depuis un certain nombre d'années est fortement remise en cause parce que justement, elle n'est pas suffisamment précise. Alors, en plus, je dois dire que les ABAC, c'est-à-dire que les ABAC, c'est quoi? C'est des comparaisons. C'est-à-dire qu'on prend un poignet et on a des schémas. Il y a des normes qui sont établies. Donc, on les compare à des normes. On dit à 18 ans, vous devez avoir ceci. À 17 ans, vous devez avoir ceci. Vos autres doivent être comme ça. Mais ça a été fait avec des Japonais. Les normes ont été faites avec des Japonais. Vous voyez les Japonais? Est-ce qu'on peut comparer l'ossature des Japonais avec l'ossature des Africains? On les voit physiquement, mais on ne peut pas deviner les autres. Non, je peux vous dire que ça n'a rien de pareil. Ouais. Et même par rapport aux Européens, notre ossature est totalement différente de l'ossature, si bien que nous sommes en train de faire les normes pour nous-mêmes ici. Ouais. Parce que les normes que nous utilisons aujourd'hui sont des normes prises pour des populations européennes ou asiatiques. Ouais. Et elles ne sont pas entièrement superposables aux normes dans nos populations. Ça génère un certain nombre de choses. Mais tout ce que je peux dire, c'est que le verdict, en ce qui me concerne, a été infraction non constituée. Ça veut dire que je n'ai rien à voir avec la magouille qui a été faite autour de cette participation. Alors, sans refaire le procès, qu'est-ce qui vous aura profité alors? Ah oui, parce que si j'avais fait de la magouille avec eux pour les favoriser, ils auraient dû me donner des pots de vin. Ils auraient dû me donner quelque chose. Il n'y a pas été retrouvé de traces de contribution particulière qui m'a été faite à part mon travail rémunéré normalement. Donc, je ne vois pas en quoi j'aurais participé à une j'allais dire, corruption des résultats pour leur permettre d'envoyer des joueurs plus âgés. Et donc, infraction non constituée. Bon, ça veut dire simplement que je n'ai rien à voir dans ce débat. Est-ce que vous avez payé de mauvais prix dans cette affaire après? Est-ce que j'ai payé de mauvais prix? Ah oui. Bon, il y a un certain nombre de personnes qui sont plus venues faire leurs examens. Hein. Il y a un certain nombre de personnes qui ont décidé, qui sont venues retirer leur bon d'examen, etc. Ah oui. Bon, vous savez, dans notre pays, déjà, c'est pas facile parce que les gens pensent que comme ils ont que on doit rendre le résultat 100% sur cela. Oui, vous n'êtes pas fiable. C'est ça, exactement. Bon, ça n'empêche pas ceux qui sont vraiment dans le besoin et qui savent. D'un autre côté, les autres qui sont satisfaits ne parlent pas beaucoup. On n'entend jamais ceux qui sont satisfaits. On entend toujours les quelques-uns qui ne sont pas satisfaits. Ce n'est pas. Je vais vous raconter une anecdote. Si on a 5 minutes, on a 2 minutes. Non, 1 minute. 1 minute. Oui. Alors, donc, il y a une personne qui est venue il y a récemment pour faire un examen. Son médecin avait demandé 2 examens. Un premier examen, deuxième examen. En regardant sa fiche, nous avons vu que les 2 examens vont apporter le même résultat. Nous l'avons dit, bon,
la personne avait déjà payé les 2 examens à la caisse. J'ai dit non, on lui fait un seul examen, on ne fait pas le deuxième, rembourser le deuxième examen parce qu'avec un seul, ça suffit. C'est pour lui faire des économies. Parce que moi, si je voulais gagner de l'argent, j'aurais fait les 2 examens. Tout à fait. Et cette personne est partie. Elle était venue avec son enfant, on a fait les examens, ils sont partis. Et puis subitement, je vois arriver une équipe de télévision pour dire oui, il y a une personne qui est venue se plaindre qu'ici, on n'a pas fait les examens que son médecin a demandé et que nous n'avons pas fait son travail, etc. Et ils ont commencé à faire du bruit. C'est pour vous dire la mentalité des gens. Nous, on pensait lui rendre service. Finalement, ça n'a pas été compris, ça a été mal compris. C'est pour vous dire qu'il y a énormément de cas comme ça où les gens, ou bien vous prenez un patient, vous le traitez, et puis il y a un incident. Les incidents arrivent. Lorsque nous piquons, lorsque nous faisons, il peut y avoir. Il y a même parfois dans nos examens, c'est très 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 rare, mais il y a des gens parfois qui ne supportent pas certains produits. Ça arrive. Ce n'est pas la faute du médecin. Donc voilà, et nous allons au tribunal pour ça. Ce sont des risques du métier, je vais dire. Comme dans tout nos métier. populations sont un peu trop extraverties. On a trop tendance À quoi plutôt à se plaindre, à se plaindre. Oui. Eh bien, nous allons prendre à présent les auditeurs qui peuvent nous appeler au 64 44 02 44 ou le 96 27 71 49. Premier auditeur, bonjour. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Zachary, et vous le dites. Oui, diminuez le volume de votre poste récepteur. Ça peut aller? Oui. Bonjour, madame Bokov. Bonjour, monsieur. Vous êtes brave. Vous êtes excellente. Vous êtes patriote. Vous avez tout le mérite. Tu es fille du Bénin. Merci vous avez beaucoup. réussi votre fille. Merci beaucoup. Madame Bokov, vous êtes élue présidente en 2021. Vu le malaise, vous êtes élue présidente du Bénin en 2021. Vu le malaise qui est dénoncé, que feriez-vous? Première question. Deuxième question. Le problème de légitimité qui se pose fondamentalement au niveau du Parlement. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque le nouveau pouvoir sera là, on risque, c'est possible de demander à tous ces élus qui ont profité de cette situation de rembourser? Et troisième question, la loi prévoit que lorsque vous êtes maintenant responsable des choses qui portent atteinte à la vie financière de quelqu'un, que vous payez de la poche, de votre propre poche. Par rapport à la situation qui est en cours, par rapport à la haute cour, à la Cour africaine des droits de l'homme, et la décision qui est sortie. Alors, quelle possibilité envisagez-vous si vous étiez élu président? Merci. Merci. Nous prenons le deuxième auditeur. Bonjour. Bonjour. Allô? Oui, votre nom. Mon nom, c'est Sébastien Nyonkoso. Oui, allez-y, monsieur Nyonkoso. Bonjour, professeur. Bonjour. Boko. Bonjour, monsieur. Et je dois vous saluer pour votre courage à venir dire ce qui est sur votre tête. Sinon, votre silence se prendra comme une complicité coupable à enterrer notre démocratie chèrement acquise. Pour une constitution, ils ont mis tout un peu devant le fait accompli. Première question. Abraham Lincoln avait dit, pour une cause noble, on ne paye jamais le temps en prenant assez de temps. Qu'est-ce qui a poussé nos députés ou bien le gouvernement, je vais dire, à aller précisément dans la nuit à voter cette constitution? Deuxième chose, est-ce que cette constitution votée la nuit tard, sans aucune formation préalablement discutée avec le peuple, n'est pas une boîte de Pandore ouverte
Et chaque jour, si nos gouvernants ont un problème, vont réunir les députés et la nuit, ils vont encore changer comme ils veulent. Deuxième question, le système de parrainage qui est dans la Constitution. Comment vous voyez ça? Comment vous voyez aussi l'autre article qui dit le président de la République peut sortir, aller emprunter de l'argent ou bien faire des prêts à l'extérieur, vient rencontre 3 mois, 90 jours après aux députés. Comment vous voyez ça? Et pour finir, vous êtes de la santé. Et aujourd'hui, et tout le monde crie. Quand vous allez à Lomel, moi aussi j'ai fait des investigations là-bas, il y a des morts en cascade. J'ai fait des investigations, on m'a dit qu'il n'y a plus de place. On met 3 personnes sur un même lit. Vous savez, la maladie que les gens attrapent là, quand on rentre avec une maladie à l'hôpital, on sort avec une autre. Le nom est compliqué chez moi, a dit. Et qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Merci. Vous dites? Oui, je vous disais merci Sébastien Yorosso. On a compris la question. Trop de problèmes à Lomel, moi j'ai noté ici. Troisième auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Madame, je vous dis bonjour. Bonjour, monsieur. La nature a ses lois. Veuillez bien dire votre nom, s'il vous plaît. Mignon da Silva. La nature a ses lois et la carence entraîne ses défauts. Nous avons vu dans ce pays une femme, pour servir l'avenir de ses enfants, s'est vue bravement abattue par la police et l'armée béninoise. Aucune femme qui assume la responsabilité politique au Bénin n'a levé le petit doigt pour dénoncer. Aucune. Même pas celles qui sont à l'Assemblée aujourd'hui. Que direz-vous? Deuxième question. Vous connaissez Amoussou Brino, Adrien Ombeli et tous les autres politiciens béninois et même ceux qui sont à l'Assemblée. Aucune de ceux-là, leur épouse, n'est dans la politique. Comment voulez-vous étoffer les 24%? Troisième et dernière question. Toutes les femmes légalement mariées, nommées à des postes politiques, que leurs maris ont acclamés avec enthousiasme, accompagnés à la politique pour servir le peuple. 2 mois après, déblaient le foyer et qui sont devenus la nouvelle épouse des nouveaux politiciens. Nous en avons vu dans ce pays où le ministre et son président se sont cassés la gueule dans son domicile personnel. Comment voulez-vous combler, malgré cette situation, que le Béninois lambda accepte d'envoyer ses femmes à la politique? Ok. Merci. Merci. Mion da Silva, bon dimanche. Quatrième auditeur. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Christian Padon. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Voilà. J'ai 2 questions pour vous. La première question, madame, en tant qu'une présidente ou bien une directrice de regroupement de femmes, est-ce que vous voyez aujourd'hui que les femmes, vous aimez vraiment et vous pensez que vous pouvez vous mettre ensemble pour combattre les hommes, pour tenter d'être responsables demain? Parce que si nous voyons depuis des années que certaines femmes sortent grandement la tête pour aller aux élections, nous constatons les pourcentages sur le terrain. Aujourd'hui, la chose devient de plus en plus dégoûtante que nous constatons. Aujourd'hui, vous êtes responsable. Quelle disposition preniez-vous? Et en 2020, maintenant, on va sentir sur le terrain que les femmes ont commencé par se tendre la main. Deuxième question.
Pourriez-vous nous dire clairement votre bord politique aujourd'hui ou bien l'institution que vous gérez ne vous donne pas la main de vous retrouver dans un parti politique? Parce que nous constatons, on ne vous entend plus dans les coulisses des partis politiques. Vous êtes rangés. Or, nous savions tous que dans ce pays... Merci à vous, Christian Kpadono. On a retenu la question. Quel dit son bord politique? Cinquième et tout dernier auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur Didier. Oui. Professeur, bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Oui, et merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour le développement de ce pays. Merci. Emmanuel Abressi, je vous appelle d'Agbalilana. Professeur, un État qui ne respecte pas les décisions de la justice est un État voyou. Professeur, comment appréciez-vous la décision de la Cour des droits de l'homme et du peuple dans l'affaire Sébastien Adjavon qu'on doit payer plus de 16 milliards? Professeur, deuxième question. Vous êtes dans le domaine de la santé. Quelle appréciation faites-vous? Dans un centre de santé, on amène un enfant de moins de 8 ans qui a le corps chaud, professeur. Et les agents exigent d'abord une analyse avant de toucher l'enfant qui a le corps chaud sans aucun soin au préalable. Même le premier soin, il n'y a pas. Et l'enfant est resté là pour des heures. Comme le papa n'a pas trouvé les 14 000 francs pour déposer le jour, à l'instant, on dit que le technicien qui doit faire l'analyse est parti. Venez reprendre votre enfant, cherchez le game et prenez votre enfant du centre de santé. Je pense aller à un centre, c'est pour le secours. Mais c'est devenu une mort. Professeur, que pensez-vous par rapport à ça? Merci beaucoup à vous. Merci. Donc, c'était le tout dernier auditeur. Nous allons revenir dans le studio, donc répondre à ces différentes préoccupations. Je ne sais pas par où vous commencez, peut-être le dernier cas. Oui, je vais commencer par le dernier cas. Merci. Alors, monsieur Emmanuel Avlessi. Manuel Avlessi, écoutez, je suis presque, je pense que la situation que vous venez de relater n'a pas pu se passer dans notre pays. En tout cas, dans un centre de santé, on fait d'abord les soins d'urgence. Un enfant qui a la fièvre, qui vient dans un centre d'urgence, le premier geste, c'est de tout faire pour baisser la fièvre avant d'en chercher la cause. Donc déjà, on le met sous traitement, on le rafraîchit. Nous avons des techniques pour ça, que je ne vais pas détailler ici, sans même avoir besoin de faire les prélèvements. On fait les prélèvements après. On dit que le technicien qui doit faire l'examen n'est pas là et que... alors c'est un centre de santé qui n'est pas aux normes, parce qu'il doit avoir le technicien... Tant qu'ils sont ouverts, le technicien doit être présent ou joignable dans les minutes qui suivent l'arrivée du patient. Et de prendre l'enfant dans la main dans un autre centre, ça vraiment, ce n'est pas normal. Je crois qu'il faut dénoncer vertement ce comportement. Je reconnais avec vous et avec ceux qui ont parlé des hôpitaux. Oui, Sébastien Yonfosu qui parle de l'OMEL. De l'OMEL, il n'y a pas que l'OMEL, que la situation dans les hôpitaux est extrêmement compliquée aujourd'hui. D'abord, vous savez, un traitant, un soignant, ne soigne pas avec ses mains. Il a besoin nécessairement d'un minimum de matériel. Et ce minimum de matériel manque dans beaucoup de nos structures. On dit les gens volent. Mais je peux vous garantir qu'il n'y a pas que ça. Même les gens volent, mais encore faut-il qu'il y en ait pour qu'ils puissent voler. Et on envoie les patients chercher tout ce dont ils ont besoin pour être pris en charge. Et même le temps d'aller chercher ce dont on a besoin, le drame peut survenir. On vous donne l'ordonnance que vous allez chercher. Et je crois que ce sont des dysfonctionnements généralisés dans nos centres de soins, publics en tout cas, et qu'un gros effort doit être fait de ce côté-là.
Ensuite, il y a la question du personnel. Comme vous le savez sûrement, il y a eu beaucoup de réformes salariales, et des pressions sur les salaires. Et ça a découragé beaucoup de personnes. Déjà que je suis du corps de la santé, je suis enseignante et du corps de la santé, et je peux vous dire que les soignants, la grande majorité, est prête à faire le maximum pour les patients qui viennent. Mais lorsque vous êtes impuissant, que vous n'avez pas de quoi travailler, malheureusement aussi, vous le savez aussi bien que moi, les mauvaises habitudes se prennent plus vite que les bonnes. Donc, le laxisme s'installe, les gens ne se dépêchent plus, ils ne courent plus après pour s'occuper des gens. Et ça, là, il va falloir qu'on fasse vraiment une remise à plat de la situation dans nos hôpitaux. On va aller très vite aborder Oui. les autres questions. Dame Amoussou Prudence, elle est décédée. Et aucune femme politique, aucune structure. Je crois qu'il y a des associations comme Social Watch, je crois quand même, qui ont réagi. Et Social Watch, c'est un regroupement d'associations. Amnesty International aussi. Et Amnesty International, qui ont quand même réagi à cette situation. Alors, la question ça me permet d'aborder la question de mon bord politique. Comme vous l'avez si bien dit, mon positionnement en tant que directrice de l'Institut national de la promotion de la femme m'empêche d'avoir un bord politique en tant que tel. Je suis une observatrice de la vie politique. J'ai toujours dit que je suis venue à la politique pour apporter ma contribution au développement de ce pays, ce que je peux faire, et en tant que technicien plus que politique. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas en politique. J'analyse la vie politique, j'ai des opinions personnelles. Parfois, je les exprime en tant que mes opinions personnelles. Je ne suis rangée sur l'opinion de personne, et j'ai mes opinions personnelles, et qui sont bien connues, je crois. Et je n'ai pas peur de le dire. C'est que quand je ne suis pas d'accord, je le dis, et ça se sait. Alors, la dénonciation... Alors, les femmes qui n'ont pas réagi, et les femmes qui sont en politique et qui n'ont pas réagi, je crois qu'elles ont été, comme nous aussi, un peu sidérées. Et comme les espaces d'expression sont terriblement réduits, que vous mettez dans la rue tout seul, que vous mettez à hurler, ça ne sert à rien. Si vous appelez les journalistes, excusez-moi de le dire ici, c'est pour dire certaines de choses, ils ne vous passeront pas. Si c'est donc vous comprenez, quand on dit que vous pouvez faire une conférence de presse, nous savons très bien comment ça se passe aujourd'hui. Vous pouvez dire une chose et puis c'est le contraire qui sera dit dans les autres. C'est la vérité. C'est très sévère, ça. Ce n'est pas sévère, mais bon, nous avons appris l'art de tourner à 180 degrés les opinions. Il a un jugement sur les femmes, un jugement émis par Mignon da Silva, les femmes légalement mariées. Une fois en politique, au bout de quelques semaines, quelques mois, délaissent leur mari pour d'autres nouveaux maris. C'est Monsieur da Silva qui a dit ça? Oui, Mignon da Silva. Monsieur da Silva, laissez-moi vous dire que ça se passe un peu partout, et que ce n'est pas la règle. La plupart, c'est une vision extérieure, parce qu'effectivement, la femme qui est en politique, elle a des horaires qui ne sont pas les horaires réglementaires pour une femme. Et chez nous, lorsqu'on vous voit avec un ou deux hommes, c'est tout. On estime que si vous bavardez, discutez, touchez un homme sur l'épaule, donc c'est que vous êtes dans son lit. Et c'est notre société qui est comme ça là, c'est loin. Mais en politique, ça arrive, effectivement, et ça arrive plus. Mais vous savez, partout, il y a pourquoi plus? Vous n'en savez rien. Lorsque vous avez dans un espace quelconque un regroupement des hommes et des femmes, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais ce n'est pas la règle. Et je crois qu'il faut que je m'insurge comme ça, parce que d'abord, une femme qui a été bien éduquée, qui sait ce qu'elle veut,
qui est arrivée là où elle est à cause de son travail. Je sais de quoi je parle. Et pas du tout parce qu'elle a été propulsée par quelqu'un, elle peut se défendre par rapport à cela. Alors que celles qui sont passées par les chemins détournés pour arriver à certains postes, évidemment, elles sont contraintes d'accepter un certain nombre de choses. Donc, je crois que ça commence par, pour éviter cela, il faut bien éduquer nos filles et leur apprendre leurs responsabilités et leur apprendre à le respect d'elles-mêmes et le respect de leur personne. Et le reste se jouera tout seul. Mais je crois qu'il ne faut pas stigmatiser les femmes politiques, ce n'est pas vrai. Alors, je présente déjà mes excuses aux auditeurs. On ne pourra pas malheureusement répondre à toutes les leurs questions. Pourtant, ce sont de belles questions. Alors, si j'étais présidente, Monsieur Zachary, je tiens quand même à vous répondre. Oui. J'ai dépassé l'âge d'être présidente, donc je ne serai pas présidente. Ensuite, je dois vous dire que si j'étais présidente, je sais pertinemment ce que je ferais. Mais comme je ne serai pas présidente, ce n'est pas la peine que je le dise. Et le verdict de la Cour africaine. Alors, moi, je crois que quand un tel verdict a été donné, et surtout que ce verdict épingle même nos institutions, je crois que nous ne pouvons pas faire autre chose que de payer. De toute façon, c'est un dû. Si ce n'est pas payé aujourd'hui, ce sera payé demain. Et nous avons déjà eu des cas où ça a été payé. Donc, je crois qu'on ne pourra pas faire autrement. Malheureusement, c'est de la poche des contribuables que ce sera payé. Nous sommes au thème de cette émission. Alors, pour conclure, je dirais d'abord merci aux éditeurs qui ont bien voulu avoir la gentillesse d'écouter ce matin. Je pense que notre pays est dans une situation difficile, mais pas insoluble. Les gens appellent à la paix, mais je dis qu'il y a des conditions à la paix. Si nous voulons le consensus, si nous voulons revenir à la quiétude dans nos maisons, si nous voulons que nos opérateurs économiques ne partent pas, si nous voulons que nos jeunes n'aillent pas s'expatrier parce que l'économie ne tourne pas, si nous voulons que les choses se mettent dans les rails, nous devons retrouver le chemin du consensus. Bon dimanche chez vous, je vous remercie. Merci, professeur Vicentia Boko, c'était un plaisir. C'est la fin de cette émission. Merci également à vous, à mes auditeurs. Mohamed Yamini a assuré la réalisation technique sans langue de bois. C'est encore dimanche.